Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur la liste des partis politiques de presque tous les pays, il y a toujours les plus importants, ou devrais-je dire, les prédominants selon les époques et les positions, et les autres. Piliers de toute démocratie, ils sont les partis politiques, bien sûr, l'expression de la diversité des idées pour la construction de la société. D'aucuns naissent parfois très petits, presque sans partisans, d'autres bien géants, solides. Les partis politiques vivent, survivent et parfois disparaissent. Nous parlerons pour notre part ce jour de ceux nés après l'avènement de Patrice Talon et soutenant ses actions, les partis politiques de la mouvance présidentielle, aujourd'hui, quel avenir après Patrice Talon? En invité de ce numéro de politique, sans tabou, Dr Patrick Renou, sociologue, politiste, pour ne pas dire politologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, expert en gouvernance démocratique. Bienvenue donc à toutes et à tous. Bienvenue, monsieur Dr Patrick. Merci madame, merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Très bien. Nadège Diouan, madame Atiku, bonsoir. Bonsoir, Pissoyo, docteur Patrick Renou. Les partis politiques de la mouvance présidentielle aujourd'hui, quel avenir après Talon, c'est sur toutes les lèvres, dans les ménages, dans les marchés, le débat se fait déjà. Alors, docteur Patrick Renou, dites-nous, sommes-nous en présence de partis État ou encore de partis hégémoniques, et que dire des autres partis de la mouvance qui sont déjà plutôt très invisibles? Merci. C'est une question assez délicate et globale et globalisante. Nous allons nous atteler à y apporter des réponses idoines. Merci. Et ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que il est difficile de soutenir que à l'étape actuelle de la vie démocratique du Bénin, ou si vous voulez, de la vie politique tout court dans l'arène sociopolitique du Bénin, il est difficile de dire qu'on a affaire à des partis États. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons organisé des élections au Bénin. Et depuis l'avènement du président actuel, donc je vais dire 2016, nous avons organisé des élections. C'est vrai que la réforme du système partisan a créé des fissures et a amené certains acteurs politiques à soupçonner le comportement qui est derrière, la logique qui est derrière cette réforme-là. À juste titre? À raison ou à tort? À partir du moment où ces mêmes acteurs soutiennent que la réforme a été initiée pour les évincer et que finalement, ils n'ont pas pu prendre part au processus électoral, je veux dire en 2019, et que tout le monde sait ce que ça a créé comme, je vais dire, violence post-électorale. Lorsqu'on considère ce fait et qu'on considère à côté que dans le processus même, il y a eu des éléments qui ont été brandis pour créer un peu la diversion, on peut soutenir, même sans soutenir, on peut s'en rendre à l'évidence qu'il y a quand même incompréhension. Et en tant que spécialiste de la gouvernance, ces incompréhensions méritent d'être regardées avec profondeur. Et c'est justement à ce niveau que je dirais qu'il n'est plus besoin aujourd'hui de remuer le couteau dans la plaie, mais de s'en rendre à se résoudre à dire simplement que dans ce processus-là, on est parvenu aujourd'hui quand même à avoir une représentation de l'opposition. Ce qui, pour lire les interactions qui rendent compte du jeu politique, on peut en arriver à déduire que
il y a toutes les sensibilités aujourd'hui qui sont représentées à l'Assemblée. Le contexte Donc, fait d'un que... côté, Oui. la mouvance écrasante, bien évidemment, et de l'autre, la portion congrue qui est réservée quand même à l'opposition. Ce que vous dites Et autrement, c'est qu'on n'a pas de parti-État, c'est ça? c'est pour revenir à cette formule que, a priori, Oui. on ne peut pas conclure qu'on a des partis-États. C'est quoi un parti-État? Un parti-État, c'est un parti qui répond de tout l'État. Si nous nous intéressons à la vie politique telle qu'elle était menée sous le PAPB, sous le régime qu'on a qualifié d'autocratique ou de dictatorial, régime de Mathieu Kékou, on avait le PAPB. Et le PAPB était considéré comme le parti unique. Mais puisque nos deux Et en blocs même temps, aujourd'hui, parti-État. nos deux partis aujourd'hui, sinon les deux partis prédominants de la mouvance présidentielle aujourd'hui, se comportent comme si, enfin, comme étant des partis-États. Ça y ressemble quand même, Enfin, franchement. donc finalement, est-ce que on ne peut pas leur prêter ce... Oui, c'est vrai que à la lecture, certains peuvent arriver à la conclusion que l'on est face à des partis-États. Mais attention, parce que c'est vrai que ces deux partis majeurs qui ont conquis l'électorat par le biais donc de ce qu'on pourrait appeler la campagne électorale et qui se sont fait représenter, toujours est-il que ces deux partis ont un soutien de taille. Et le soutien de taille, c'est le président de la République. Un soutien de taille ou un propriétaire? Ah, mais moi, je ne sais pas si le président de la République est propriétaire, parce qu'il ne l'a pas déclaré. Mais ce qu'on observe, on peut en parler. Ce que moi j'observe, c'est qu'il est un des garants, n'est-ce pas, de ces partis politiques. Et il est bien présent dans la vie de ces partis politiques. Et Sinon, il est il bien- décide. Il est présent dans la dernière vie, fois, tout à aux fait. côtés du BR avec Oui. Abdoulaye Biotchane. Donc on sait qu'il pèse dans ces partis politiques. Oui, parce que si on devrait en arriver à la conclusion de l'existence de partis-États, c'est que à côté, il n'y aurait pas d'autres représentations qui puissent Est-ce qu'on en a vraiment? qui puissent animer la vie politique, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle qui se trouve être le haut lieu de la politique. Et donc, on peut aller au-delà de ce que l'on voit. Ok. Mais ce que l'on voit nous autorise d'abord à retenir une substance. Et la substance qu'on retient, c'est que nous avons effectivement des partis qui répondent de la majorité présidentielle. Et à côté, on a tout au moins un parti politique qui a aussi conquis l'électorat et qui a été crédité du suffrage universel et se retrouve au sein de l'hémicycle comme acteur majeur. Et justement par rapport à ça, est-ce que dans ce contexte, on n'arrive pas, on ne manque pas de savoir, enfin, quel système politique est le nôtre aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ce que l'on voit, comme je l'ai dit. Oui. C'est que on peut maintenant se poser la question de savoir si au-delà de ce que nous voyons, il y a une affirmation assez marquante de la voix de l'opposition dans l'animation des débats au sein de l'hémicycle. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition peut peser lourd dans la balance du point de vue de l'équilibre des forces? Est-ce que l'opposition peut peser lourd dans Non, la balance? malheureusement, c'est à l'étape actuelle des choses, l'opposition n'arrive pas à Elle peser. n'arrive pas, on lui donne même pas la possibilité de pouvoir peser. C'est pas que l'opposition ne veut pas peser. L'opposition voudrait bien, mais toutes les luttes que l'opposition mène jusqu'à cette date se révèlent. Voilà, Oui. évidemment, c'est des partis forts. Oui, n'arrive pas. Vous oubliez c'est- que l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. L'opposition est minoritaire et à l'Assemblée nationale, c'est la voix de la majorité. C'est ça. Et donc, à partir de cet instant, les opposants ne se trouvent pas en terrain conquis pour influencer, n'est-ce pas, le jeu politique qui se déroule à l'Assemblée nationale. C'est ça qui donne l'impression que l'on a affaire à ce qu'on appelle en sciences politiques
le fait majoritaire. C'est quoi le fait Le fait majoritaire, oui. Le fait majoritaire, c'est le prolongement, en quelque sorte, de la majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'il faut, en réalité, essayer de combattre en permettant à d'autres forces politiques de mouiller le maillot et de se faire représenter au titre de l'opposition pour que la balance soit plus ou moins équilibrée, pour que le jeu, les débats se fassent comme cela se doit. Mais justement, dans ce contexte-là, où ces partis justement de la mouvance sont très prédominants, comment les partis d'opposition peuvent-ils ne pas échouer à se faire remarquer? C'est justement pour cette raison que je disais tout à l'heure que nous avons, en tant que démocrates, à craindre le fait majoritaire. Okay. Parce que le fait majoritaire ne permet pas vraiment aux autres sons de cloche dont est garante l'opposition de pouvoir s'exprimer comme cela se doit. Et permettre, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale de jouer efficacement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Vous savez, il est souhaitable qu'à l'Assemblée nationale, qu'on ait une représentation assez digne de l'opposition dans une certaine proportion pour espérer que ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale exercent les deux missions qui sont les leurs, à savoir voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Comment voulez-vous qu'on ait les coudées franches pour contrôler l'action du gouvernement si on est tous répondants de la mouvance présidentielle? C'est justement pour ces raisons que je disais tout à l'heure que pour optimiser les chances d'animation donc de la vie politique à l'Assemblée nationale et permettre par la même occasion à l'Assemblée nationale de jouer efficacement ces deux rôles, notamment le second que j'ai identifié, il est souhaitable qu'au sein de l'Assemblée, qu'on ait naturellement les partis, la représentation des partis de la mouvance, mais qu'on ait en face des opposants. Vraiment, finalement, ce que vous dites, docteur, c'est que le contexte est tel que au Bénin, on ne peut pas percevoir à quel système politique on a affaire. Ah, attention. Oui. Lorsque vous parlez de... Il ne faut pas qu'on confonde les deux. Ok. Ce que je remets en cause, ou si vous voulez, l'élément essentiel sur lequel j'attire votre attention pour montrer que l'animation de la vie démocratique doit nous amener à nous éloigner un peu du fait majoritaire, ne nous autorise pas forcément à décréter l'inexistence, n'est-ce pas, de la démocratie, du régime démocratique, ne serait-ce que du point de vue formel. Je vais plus loin en m'exprimant et en ces termes. Vous avez un système dit démocratique qui veut qu'on ait la mouvance et qu'on ait l'opposition et qui est débat. Et le système démocratique repose, lorsque j'interroge Montesquieu, le système démocratique repose sur le principe de la séparation des pouvoirs. Du point de vue formel, on a au Bénin aujourd'hui la séparation des pouvoirs. Oui. Vous avez le judiciaire, vous avez l'exécutif et vous avez le législatif. Ah, du point de vue formel, il y a séparation. Mais dans le fonctionnement, il peut y avoir collusion. Et c'est justement pour ces raisons que Montesquieu a dévancé les faits et a souhaité que l'on doit disposer les choses de telle manière que un seul pôle de pouvoir ne puisse pas, n'est-ce pas, phagocyter les autres pôles de pouvoir. Et c'est justement pour ces raisons, tout à l'heure, je dénonçais, n'est-ce pas, l'existence du fait majoritaire. Mais du point de vue formel, il y a vraiment cette séparation. Mais on y est déjà avec l'existence du fait majoritaire, n'est-ce pas, docteur? Oui, on y est avec l'existence du fait majoritaire.
Mais lorsque vous posez la question aux partis qui se réclament de la mouvance, ils vous diront que c'est l'électeur qui a décidé de leur représentativité au sein, n'est-ce pas, de l'hémicycle. Voilà que nous n'avons pas des arguments Et vous, contraires. en tant qu'expert en gouvernance démocratique, que dites-vous? Oui, je ne peux que m'en remettre, n'est-ce pas, Vous êtes observateur aussi. aux résultats sortis de l'une. Et ces résultats ont été clamés comme tels. Et il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas parce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est face à la séparation des pouvoirs que forcément tout est rose du point de vue de l'animation de la vie démocratique. Non. Pour ce qui est du formel, oui, la séparation, mais il peut arriver que dans l'exercice du pouvoir, le pouvoir exécutif tente, n'est-ce pas, de phagocyter les autres pôles de pouvoir. Et le pouvoir corrompt et corrompt absolument. Et c'est justement pour éviter cela qu'on a voulu que les pouvoirs soient séparés et qu'il y ait des acteurs qui militent en cette faveur-là, en faveur de la séparation. Et les partis politiques devraient être animés au point où ceux qui se réclament aussi de l'opposition doivent travailler dur pour avoir une représentation aussi forte. Et ça se conquiert par les urnes. Dans le contexte actuel, c'est possible quand même. Dans le contexte politique actuel, évidemment. Oui, bon, puisque je peux dire que c'est possible parce que justement... On a l'impression que les dés sont pipés. Bon, allez-y. Non, les dés sont pipés après élection. Parce que on ne peut pas reprendre les élections législatives. Il aurait été possible, ou il aurait pu être possible pour ceux qui se réclament de l'opposition, les démocrates, pour les nommer, d'avoir le temps nécessaire et de chercher à convaincre l'électorat par diverses manières. L'essentiel, c'est de faire en sorte que les citoyens électeurs... Non, on ne perçoit pas ce que vous dites. Ah, je dis qu'il aurait été, et là je parle... Avant élection? Oui, en tout cas, pendant le processus électoral, que les démocrates mouillent le maillot. Suffisamment, parce qu'ils ont quand même suffisamment, fassent ce qui est à faire, ou ce qui devait être fait, pour se faire représenter, pour avoir une forte représentation. Comment aurait-il pu le faire si c'est si c'est la majorité qui a le pouvoir? Et quand on sait que dans nos pays, dans nos pays, voilà, les institutions sont ce qu'elles sont. Sont ce qu'elles sont. Pardon. Vous savez, lorsque vous êtes un acteur du processus électoral, vous prenez vos dispositions. Il y a trois choses qu'il ne faudrait pas perdre de vue. La première, c'est que dans un système démocratique, il y a, n'est-ce pas, la régularité des élections. Oui. Et tous les acteurs devraient veiller à ce que les élections soient régulières. Qu'est-ce qu'on entend par régularité des élections? Une élection est qualifiée de régulière lorsqu'elle est organisée à terme échu. Et dans le cas d'espèce, nous y sommes. Oui. Une donc, élection premier critère de validité. Oui, non, mais la régularité a encore des sous-critères, des méandres. Okay. Le premier élément ne suffit pas à rendre compte de la régularité. Le deuxième élément qui rend compte de la régularité, c'est que les lois suivant lesquelles les élections doivent être organisées devaient être votées à l'avance et donc connues de tous les acteurs. Vous pensez que ça n'a pas été le cas au Bénin? Et pour le cas du Bénin, il se fait qu'il y a une partie qui estime, et donc ceux qui se réclament de l'opposition estiment que
la réforme du système partisan a été faite sans tenir compte, sans avoir le souci de la représentativité de l'opposition. Et du coup, toutes les élections qui ont été organisées après, même si les opposants ont accepté d'y participer, c'est que cet arsenal juridique n'a pas été changé. Et donc, ils ont crié, c'est là. Très bien. Maintenant, cette régularité veut qu'il soit au parfum de ces lois-là avant que les élections, ce qui a été le cas. Mais, au-delà de cette régularité qui pose problème ou qui pourrait poser problème selon la perception de chacun des acteurs majeurs, nous avons que les élections doivent être libres. La liberté. La liberté suppose également que tous ceux qui remplissent les conditions pour se faire candidat, pour être candidat, soient autorisés à l'être. Et que les choix ne soient pas influencés. Vous pensez que les choix ont été influencés? Moi, je vous En tant qu'expert? Moi, je vous dresse le chemin pour montrer les soupçons que pourrait avoir, n'est-ce pas, l'opposition, et qui a exprimé ces soupçons. Si vous passez le cap de la liberté, donc des élections, vous avez la sincérité des résultats. Une élection est qualifiée de sincère lorsque les résultats sortis de l'une reflètent, n'est-ce pas, la réalité. Là-dessus, ce n'est pas moi qui le dis. Je peux être d'accord, je peux ne pas être d'accord, mais j'ai entendu dire que les démocrates... On va se fier aux résultats donnés par la Cour Non, constitutionnelle. si vous ne suivez pas le raisonnement, on va passer à côté. Ok. J'ai entendu dire, et ce sont les démocrates qui l'ont dit, ils ont dit que ils auraient pu avoir plus de députés. Mais les partis d'opposition, après des élections, disent toujours ça. Non, non, si vous ne suivez pas, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, ils ont dit, ils peuvent avoir raison, ils peuvent ne pas avoir raison, mais ils disent, ils jettent à la face du monde que vraiment, le nombre qu'ils devaient avoir n'est pas au complet et qu'on leur a volé la victoire. C'est pour dire quoi concrètement? Lorsque tous les acteurs ont la lisibilité du processus électoral, cela réduit les marges de manœuvre en termes de contestation des résultats. Ce qui n'a pas été le cas, puisqu'ils soutiennent toujours qu'il est arrivé des zones où on ne leur a pas permis de voir, etc. etc. C'est tout ça, oui. Moi, je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Finalement, vous dites que c'est tout ça qui induit le fait qu'on n'a pas une bonne lisibilité du système dans lequel nous sommes. Non, 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 non. Parce qu'il faut bien qu'on revienne dans notre Non, non, je ne suis pas en train de conclure comme ça. Ok. Hein, je ne suis pas en train de vite conclure. pour qu'on évolue dans le Je débat, suis en train de dire concrètement que, le système dans lequel nous sommes est démocratique du point de vue formel. Formel parce que justement, les signes extérieurs du point de vue institutionnel, donc auquel on reconnaît un État démocratique, ces signes extérieurs sont là. Mais il ne suffit pas d'avoir ces signes extérieurs pour affirmer que la démocratie est bien menée, n'est-ce pas, au sein d'un État. Je ne parle pas forcément du Bénin, de façon générale. Aussi longtemps que le pouvoir exécutif essaiera, par exemple, d'empiéter sur la parcelle de pouvoir des autres institutions, il trouvera toujours des gens pour dénoncer et montrer que le jeu démocratique n'est pas mené à bon escient. Docteur Patrick, lorsque le pouvoir législatif est dominé par, n'est-ce pas, les gens de la mouvance, par la majorité, il se trouvera toujours des gens pour dire que le jeu démocratique n'est pas mené comme cela se doit. Et donc, c'est pour dire finalement qu'on s'inscrit dans une dynamique
est perfectible. Ok. Et que rien ne peut être considéré comme étant acquis une fois pour toutes. Et tous les acteurs se doivent de se battre. Et l'opposition, c'est de bonne guerre, va chercher à maîtriser le système, tout comme il revient aux opposants de montrer qu'ils existent et d'essayer d'éviter que tout le pouvoir soit aux mains de la mouvance. Les partis politiques de la mouvance présidentielle aujourd'hui, quel avenir après Patrice Talon? C'est le sujet, sinon c'est le thème du jour. Et ma question pour vous, docteur, c'est de savoir comment est-ce que vous appréciez le fonctionnement des partis de la mouvance et est-ce que cela a une incidence sur leur stratégie et sur leurs efforts, sur les efforts qu'ils font pour préserver le pouvoir bientôt après 2026. Il faut dire que il y a une faiblesse qui est commune à tous les partis politiques de façon générale, au Bénin et en Afrique. D'abord, un parti politique, si je me réfère à, n'est-ce pas, des auteurs de la science politique, je dirais que le parti politique est un regroupement d'individus qui partagent les mêmes vues et qui essayent d'élargir, qui essayent de convaincre plus de militants pour adhérer, n'est-ce pas, aux objectifs, aux idéaux poursuivis et à terme arriver à céder au pouvoir ou à défaut à influencer sa gestion. Mais pour mériter cela, il faut animer au quotidien le parti politique. Il faut travailler à ce que les militants s'accroissent. Et c'est dans cette logique que Maurice Duverger avait déjà tenté une classification des partis politiques. Et donc, un parti politique peut décider, par exemple, de rester dans la logique d'un parti de masse, c'est-à-dire un parti intéressé uniquement par le recrutement du plus grand nombre de militants et donc élargir les bases. Mais quand vous élargissez les bases de votre parti, il faut tenir les militants en haleine. Et tenir en haleine suppose que vous avez un programme bien élaboré pour les préparer, n'est-ce pas, à être dans le parti, à aimer le parti, à le défendre et à être des porte-parole de ce parti. Alors justement, en tant qu'expert, comment est-ce que vous évaluez le fonctionnement alors des partis de la mouvance aujourd'hui? Oui, il faut dire que il y a une dynamique qui est commune à ces partis de la mouvance. Il n'y a pas que les deux qui sont représentés. Non, il y a Moël Bénin, il y a UDBN. Lorsque vous suivez très bien, il y a un effort qui est fait pour que de plus en plus on ait l'enregistrement ou le recrutement de nouveaux militants. Et d'ailleurs, il ne peut en être autrement parce que tous les citoyens en désespoir de cause veulent se positionner quelque part. Et tout le monde sait que en Afrique, la direction que l'on suit généralement lorsqu'on veut faire son entrée en politique, c'est la direction des partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Et donc, cela ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, il y ait une forte tendance à recruter de nouveaux militants. Au-delà du recrutement. Maintenant, au-delà du recrutement, il y a quelques efforts qui sont faits pour animer les partis. Vous avez l'école du parti, encore que les écoles de parti que nous observons ne fonctionnent pas bien. Et donc, c'est beaucoup plus des partis qui, à l'occasion des élections, sont plus présents. Alors, si vous devez noter les partis politiques de la mouvance sur 10, quelle note donneriez-vous? Pourquoi voulez-vous que je note seulement les partis de la mouvance? Parce que notre sujet, on parle de
Bon, sur les si partis je de la voudrais mouvance. noter, bon, Oui. non, Le fonctionnement, je ne veux évidemment, pas on donner parle de l'école, de- on parle de l'animation, Oui. du recrutement et tout ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est parti. Et là, je suis vraiment objectif. C'est que les partis qui sont proches de la mouvance, naturellement, ont plus de moyens financiers. Oui. Ah, mais il ne faut pas se le cacher. Bien sûr. Si ces partis ont plus de moyens financiers, et je ne sais pas si vous avez suivi, ces partis, pour la plupart, ont obtenu leur chèque, n'est-ce pas, et à partir donc du trésor public. Cela voudra dire que ces partis ont une assise territoriale aujourd'hui. Ce sont des partis qui se sont organisés. Et d'ailleurs, ils ne pouvaient pas en être autrement vu la direction donnée par le chef de l'État, qui veut qu'il y ait de plus grands partis qui animent la vie politique au Bénin. Et vous avez suivi avec moi qu'avant les élections législatives, il y a ce que l'on a appelé la fusion, etc. Oui. C'est-à-dire les partis qui soutiennent et qui sont de petits partis ont fait le mouvement vers les grands partis. Vous avez constaté que Tout ça le dénote du PRD bon fonctionnement, c'est ça? s'est joint à l'UP Oui. qui est devenu UPR. Oui. Le BR a recruté aussi d'autres petits partis. Globalement, nous avons deux partis aujourd'hui qui soutiennent l'action du gouvernement, Deux principaux deux partis. principaux, deux grands partis, et qui essayent, en tout cas, vaille que vaille, de tenir les militants. C'est vrai que lorsqu'on creuse le programme achalandé d'animation de la vie politique, n'est pas forcément au rendez-vous, mais il y a une présence. Est-ce que ça pourrait être au rendez-vous si le leader de ces deux partis-là a un programme d'action du gouvernement qu'il déroule? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, parce qu'il y a ces deux choses différentes. On peut animer la vie politique même autour du programme du chef de l'État, si tant est que l'on soutient l'action du chef de l'État. Et donc, et l'animation dont je parle, Autour d'un programme des partis? En fait, c'est ce que vous dites. a priori, c'est Oui. ça qui est souhaité. L'inexistence Mais, alors à fait part- une faiblesse, Non, constitue non, une à faiblesse partir- de non, ces non, partis-là. c'est ça? excusez-moi, à partir du moment où le parti soutient l'action du gouvernement, Oui. le parti s'approprie le programme du gouvernement et en fait son propre programme. Ah oui, et la représentativité au niveau territorial, puisque vous avez cherché à savoir si aujourd'hui ces partis-là fonctionnent comme cela se doit. Oui. Et donc, si vous regardez la carte du Bénin, vous aurez constaté que ces partis-là sont allés loin dans la représentation et dans la territorialisation. Vous allez au niveau communal, vous avez la représentation. Au niveau départemental, vous en avez. Et donc, ces partis ont travaillé aujourd'hui à avoir un siège. Et ont démultiplié les sièges au niveau des régions. Alors, docteur Patrick Renou, la suprématie avérée des deux principaux partis ne pose-t-il pas le problème de l'utilité, évidemment, de l'inutilité, des autres partis de la mouvance, et pourquoi pas leur mort assurée d'ici quelques années, où cela peut être perçu comme une opportunité? Ah oui, vous savez, peut-être que vous aurez à cœur la deuxième partie de votre question et vous allez me relancer tout à l'heure. Vous savez, chaque parti compte. Ce n'est pas parce que il y a eu deux grands partis qui soutiennent l'action du gouvernement que les autres partis qui le font également vont fermer la baraque. J'étais sur une émission juste après les élections législatives et j'avais entendu dire de la bouche de certains invités que comme les autres partis ont échoué, vraiment il faut qu'ils rentrent dans les rangs, il faut qu'ils ferment la baraque, etc., etc. Et j'ai dit que ce n'est pas au premier échec qu'il faut fermer la baraque. Si tant est qu'ils ont à cœur l'objectif qu'ils poursuivent. Cela voudra dire concrètement que ce n'est pas parce que l'on a deux grands partis que les autres vont cesser d'exister. S'ils estiment qu'ils ont des raisons d'exister, il faut qu'ils existent. Mais
pas exister pour exister. Ça veut dire quoi? Qu'ils doivent revisiter leur existence, voir les difficultés auxquelles ils sont confrontés, comment travailler pour que aux élections prochaines, ils puissent marquer leur territoire et rafler des voix de façon à se faire Alors, comment représenter percevez-vous également. leur avenir après Talon, ces petits partis? Ces Si on petits laisse même les partis grands qui partis, déjà, et au que cours si de là, on les Patrice voit même Talon, pas, ont ils du sont mal pas présents. à exister. Et voilà, le compte à rebours a commencé pour le président du Bénin, donc on sait très bien que d'ici quelques années, ça va être la fin de son mandat. Oui, Est-ce que finalement, ces petits partis-là pourraient mieux s'en sortir que les deux grands partis qui sont très portés par le leader actuel? nous allons répondre aux questions par des hypothèses. Ok. Des hypothèses. C'est-à-dire que si ces petits partis font le point de leur existence et en arrivent à déceler les points de blocage et s'organisent, ils deviendront aussi de grands partis. Mais s'ils ne le font rien, ils auraient donné raison à ceux qui ont souhaité qu'ils ferment la baraque. Et moi, je ne suis pas pour X ou pour Y, mais je fais l'analyse de la situation. S'ils ferment la baraque, donc les autres vont continuer à exister. Maintenant, s'ils ne font rien, c'est que en 2026, lors des élections générales, ils ne pourront plus marquer leur territoire parce ils auraient manqué de s'organiser pour réussir. Cela voudra dire que le boulevard sera laissé aux deux grands partis qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. N'oubliez jamais, lorsque vous êtes représenté à l'Assemblée nationale, Oui. vous avez pris certainement de l'avance. Si vous ne baissez pas de garde, c'est que vous avez suffisamment d'atouts pouvant vous permettre d'avancer. Mais puisqu'on sait que lorsque un président finit d'exercer ses deux mandats au Bénin, il perd considérablement en influence, en leadership. Voilà. Qu'adviendra-t-il des deux partis-là? Est-ce que finalement, appartenir à M. Patrice Talon ne compromet pas leur survie après 2026? C'est relatif. C'est relatif. En tout cas, au Bénin, lorsque vous lisez très bien, l'histoire sociologique du Bénin, en tout cas, depuis ce que Richard Banegas a appelé les élections fondatrices de 90-91, lorsque vous lisez l'histoire récente du Bénin, vous aurez constaté que ce n'est pas pour la première fois, effectivement, que de grands regroupements de partis politiques cessent d'exister et après, n'est-ce pas, le retrait du pouvoir du leader charismatique qui se trouvait être, n'est-ce pas, le chef d'État en exercice. On a connu déjà au niveau donc de Soglo, puisque Soglo a été le premier président élu de l'ère du renouveau démocratique, ce que nous avons appelé la transition démocratique, avec la formation de l'UTR, donc Union, je crois, pour le triomphe du renouveau, et avec le renfort qu'a constitué Rosine Soglo. Lorsque Soglo a quitté le pouvoir, ça a été atténué. Vous avez l'UBF. Ça, c'est Kérékou 2, ça. L'UBF, Union, le Bénin. Est-ce que c'est pour nous démontrer qu'à chaque fois, répondez rapidement, s'il vous plaît, docteur, oui. Pour sous Yahi. FCBE. Ce n'est pas FCBE. Nouvelle formule, non. Bon, ça veut dire que potentiellement, après 2026, le chef de l'État, Monsieur Patrice Talon, va voir ces deux partis dégringoler de leur piédestal. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir cassure. Si on reste dans cette logique-là. Mais, attention, il y a des raisons qui me poussent aujourd'hui à relativiser
cette lecture qui caractérise Laquelle la raison, vie s'il vous plaît? socio-politique du Bénin depuis un moment. Cela voudra dire qu'on n'est pas forcément face au même cas de figure. Pourquoi vous le Des dites, choses ont oui. changé entre-temps. Pourquoi? Oui. Potentiellement. Pourquoi? Si le chef de l'État actuel se retire, effectivement, il doit pouvoir se retirer selon la Constitution. Oui. Bon, il se retire. Il y a que les deux partis qui le soutiennent, qui soutiennent son nation aujourd'hui, devaient avoir le regard fixé vers 2026 et en principe à 3 ans comme ça de la fin de son mandat, 2 ans, 3 ans de la fin, il peut y avoir... Prendre un peu de distance, Euh, vous voulez dire? Oui, il peut y avoir des tentatives de cassure, de désunion, etc. Ce que j'ai même appelé, dans l'un de mes ouvrages publiés en France, la désalliance politique. Ok. Ah, si on reste dans cette logique, c'est qu'il pourrait y avoir. Mais attention, c'est sans compter avec... Et je ne sais pas si vous lisez très bien Patrice Talon. Si vous lisez bien Patrice Talon, moi, j'ai le sentiment, je peux me tromper, et je vais attendre 2026 pour valider l'option, c'est que il va continuer de façon formelle et informelle à tenir les ficelles du jeu politique au Bénin. C'est ce qui se dessine d'après vous? Et s'il reste dans cette logique et qu'il travaille à maintenir son leadership politique, il va quitter le pouvoir, mais ces deux partis politiques vont rester soudés, ne serait-ce qu'à 80%, pour l'aider à choisir le prochain président. Ce n'est qu'une hypothèse. Ça veut dire quoi? Que face à votre question, j'ai émis 2 hypothèses. Effectivement, on peut revenir à la case de départ, c'est-à-dire qui veut que, comme l'UTR, comme l'UBF, comme FCBE, etc., que le jeu se disloque, l'union se disloque autour de lui à la veille de 2026. Mais aujourd'hui, n'oubliez jamais, on est face à des partis politiques qui ne sont pas comme en 2000, comme en 96, pas comme en 2006. On est face à quelques partis politiques aujourd'hui qui sont représentatifs et que le chef d'État peut mieux maîtriser. Mais qui n'ont aucune indépendance, par rapport au leader à leur leader. Donc du coup, si ce leader perd en influence, est-ce que ça n'induit pas de facto que ces partis également vont perdre en influence, ou que même si, comme vous le dites, même si M. Patrice Talon arrivait à tenir les rênes du parti et de ces deux partis et à faire élire son candidat, ce candidat-là, élu par ces deux partis, sera la figure forte du parti finalement. Sera la figure forte de ces deux partis. Et du coup, est-ce qu'il n'y aura pas, je vais dire, des chocs d'influence? Les chocs dont vous parlez peuvent être situés à plusieurs niveaux. Et effectivement, lorsque l'on se retrouve dans un cas de figure où il continue de tenir, n'est-ce pas, les ficelles et faire en sorte qu'en 2026, ce soit l'union sacrée autour donc de lui qui arrive à décider du sort du Bénin en 2026. Si tel est le cas, il peut arriver également que, à la prise de service, n'est-ce pas, du prochain président, il peut arriver que les partis qui sont là actuellement dégringolent un peu de leur consistance et qu'on ait d'autres schémas de reconfiguration politique, c'est possible. Mais moi, c'est pour cela que je vous dis, il serait difficile lorsque l'union est sacrée autour de sa personne, autour de son leadership jusqu'en 2026. Je pense pour ma part que ce n'est pas évident que les partis soient disloqués après. Parce que celui qui a réussi à provoquer, n'est-ce pas, le jeu électoral
de 2026, s'il est toujours là et qu'il sait développer son leadership, je pense pour ma part que l'Union va être conservée, ne serait que pour quelques années encore, avant que d'autres calculs n'entrent en ligne de compte. Alors, docteur Patrick Renou, les partis politiques de la mouvance présidentielle aujourd'hui, quel avenir après Talon? Vous nous permettez de remercier les 1086 auditeurs qui nous suivent en direct. Merci à vous. Nous poursuivons dans le débat. La fragmentation au niveau de la mouvance finalement concédée par le président du Bénin, Patrice Talon, est-ce finalement une question de stratégie fine ou encore une assurance sécurité pour les risques de demain? Parce qu'évidemment, il peut y avoir des risques au lendemain de son départ. Ah oui, c'est ça, j'essayais de montrer. Mais je pense pour ma part que l'homme a une bonne connaissance des acteurs politiques du Bénin. Et sauf erreur de ma part, je ne pense pas, même s'il doit se retirer, et ça c'est clair qu'il va se retirer, en tout cas selon la Constitution, c'est qu'il travaillera à ce que ses acquis soient sauvegardés. Et vous imaginez, et moi je suis certain, si quelqu'un vient au pouvoir en 2026 et qu'il n'a pas la bénédiction de Patrice Talon, il est fort probable que plusieurs pans de ces réformes soient remis en cause. Il est fort probable. Cela voudra dire qu'il en est conscient, peut-être, et qu'il va faire en sorte que lui qui veut qu'on le porte en triomphe en 2026, il va faire en sorte, il va tenter de faire en sorte que le pouvoir soit aux mains d'un de ses proches en 2026. C'est légitime. Maintenant, il peut arriver également que le destin en décide autrement. Et c'est justement... Finalement, 2026 pourrait être l'horizon de toutes les compromissions. C'est justement, oui. Et là, on ne peut être sûr de ce qui adviendra en 2026. Et à ce niveau-là, il peut arriver effectivement que Patrice Talon méconnaisse, n'est-ce pas, ceux qui le soutiennent aujourd'hui. Mais pour qu'il en arrive là, il faut bien des conditions. Il faut que certaines conditions soient remplies. Et je ne suis pas sûr que les mêmes conditions qui étaient remplies dans les années que j'avais citées soient celles qui seront à l'horizon de 2026. Et c'est à ce niveau-là que je tiens à dire que le tout dépendra de son souci de management, de son leadership politique et de la maîtrise qu'il aura de l'arène politique jusqu'en 2026 pour espérer que le pouvoir soit conservé. Parce que même s'il disparaît et que c'est quelqu'un issu de son groupe qui est, ça veut dire que le pouvoir est conservé d'une manière... Est-ce que vous pensez, docteur, c'est ce que vous dites qui me l'inspire, que la démocratie existe au sein des partis politiques de ce genre, de ce type-là, auquel on a droit aujourd'hui au Bénin? Je n'ai pas bien compris votre question. À l'interne, des partis propriété de présidents en exercice. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la démocratie à l'intérieur? Ah, attention, là, peut-être que c'est les acteurs qui diront. Moi, je ne suis pas membre des partis qui soutiennent la Vous êtes expert, vous pourriez analyser. Et donc, je ne suis pas non plus membre des partis qui se réclament de l'opposition. Mais toujours est-il que il y a une forte influence. Et ça, il ne faut pas se cacher, chercher à se cacher. Hein. C'est que le chef d'État a clairement montré sa vision. Et les partis qui se sont constitués se sont inscrits dans sa vision. Et ce n'est pas l'UPR aujourd'hui, ce n'est pas au sein de l'UPR, pour le moment, que je trouverai des gens qui vont accepter d'opposer au chef de l'État une vie démocratique au point de ne plus prêter une oreille attentive à ses orientations. Mais à ce niveau-là, moi, je me pose... Excusez-moi. Ce n'est pas non plus du côté du BR que je trouverai des gens pour faire la même chose. Cela voudra dire que le chef de l'État a travaillé à ce que les partis qui le soutiennent
reste dans une dynamique donnée. Et il a une force de caractère. Et il a voulu qu'il y ait de l'ordre et de la discipline. Avant de parler de la force du caractère du président, est-ce que pour ces partis-là, pour l'intérêt du peuple, ne peuvent pas parfois être des contre-pouvoirs au pouvoir suprémaciste du président, du chef d'État, leader Non, la vie politique n'est pas comme vous le dites là. Il faut être réaliste. Vous savez, encore une fois, je vais puiser... Donc les partis existent pour leurs propriétaires et non pour le peuple. Je vais puiser dans le réalisme weberien pour vous dire. Et là, je suis avec Max Weber pour vous dire que ce qu'il a évoqué comme étant la réelle politique, dit réelle politique. Ce qu'il a dit, c'est qu'en réalité, le leader qui arrive à influencer, on n'est pas leader pour rien. Un leader est fait pour influencer. C'est clair, le leader influence. Si je suis votre chef, je vais vous influencer. Parce que dans la relation de pouvoir, il y a l'influence que celui qui est à un niveau supérieur exerce sur celui qui est à un niveau inférieur. Ça voudra dire que Max Weber, qui a parlé de 3 types de légitimité, en parlant de la légitimité charismatique, a montré que c'est la reconnaissance du charisme d'un individu, mais ce charisme-là est reconnu comme tel par ceux qui sont influencés par ce charisme. Mais ces mêmes partis sont à l'Assemblée, monsieur Dr Patrick. De la même façon, lorsque vous prenez la légitimité traditionnelle, c'est aussi clair que les garants de la tradition, les garants des us et coutumes, ont une légitimité qui influence ceux qui reconnaissent leur pouvoir comme tel. Lorsque vous êtes dans la légitimité légale rationnelle, qui est le type de pouvoir moderne, il va de soi qu'un chef de parti politique exerce une certaine influence. Et qui plus est, un chef d'État qui exerce le pouvoir d'État et grâce à qui les partis ont été constitués, il va de soi qu'ils sont redevables d'une certaine façon. Mais ces partis-là sont au Parlement, docteur Patrick Renou. Ça voudra dire concrètement qu'il y a eu certaines difficultés à se soustraire à la parole du chef de l'État. Et c'est justement à ce niveau que j'ai dit tout à l'heure qu'un bon démocrate doit craindre le fait majoritaire. Lorsque le fait majoritaire est constitué, cela voudra dire que ceux qui sont à l'Assemblée n'auront plus les coups de franche pour contrôler ce que leur leader fait au titre de la gestion du pouvoir d'État. L'un dans l'autre, il est établi que les partis qui soutiennent l'action du chef de l'État aujourd'hui vont tenter une certaine liberté. Les responsables de ces partis vont tenter. Mais cela ne restera qu'une tentation. Mais on peut dire non sur un certain nombre de choses, mais on ne peut pas dire non de façon catégorique sur tout. Parce que justement... Est-ce que c'est parce qu'on est en Afrique que ça se passe comme ça? Ah oui, il faut tenir compte des contextes. Il y a la lecture des contextes. Les contextes décident du reste. Et justement, les contextes sont tellement importants que vous ne pouvez pas parler de la vie politique de façon générale. La vie politique, la démocratie telle qu'elle est menée, telle qu'elle se vit et se met en mouvement en Europe, n'est pas la même chose que ce que nous voyons en Afrique. Oui. Alors... Et donc, il y a forcément une influence que le chef de l'État qui a suscité, n'est-ce pas, le regroupement de plusieurs blocs soutenant son nation. Il y a de fortes tendances, il a de fortes chances
qu'ils continuent à influencer le jeu qui se mène au sein de ces partis. C'est le contraire qui m'étonnerait. Alors, docteur Patrick Reynaud, dans le contexte africain. On retient en fait que les deux grands partis et même les plus petits partis pourraient bien suivre après le départ du chef de l'État béninois. Oui, et j'ai posé une condition. D'accord? Effectivement, ces deux partis pourraient continuer à exister si et seulement si le chef de l'État actuel essaye de conserver son leadership et son influence. Ça ne tient pas de l'influence des partis eux-mêmes, mais ça tient seulement à l'influence de M. Patrice Talon. Non, il y a la première variante de la question. La deuxième variante, c'est que ces partis politiques qui sont désormais des partis consacrés, institutionnalisés en quelque sorte, ces partis vont continuer à exister. Il peut y avoir des démissions, ce qui est normal. Il y a des gens qui ne se retrouveront plus dans la direction, mais vont chercher à aller ailleurs, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas, ce n'est pas Patrice Talon qui va mettre fin aux infidélités politiques. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas lui qui va mettre fin au clientélisme politique. Non plus. Non, la transhumance politique. Et donc, quand bien même on ne soit plus dans le contexte des alliances, on est toujours dans la logique de la désalliance politique, parce que du point de vue des faits, il se trouvera toujours des membres de partis politiques qui vont migrer, qui vont chercher à migrer, parce que soit ils ne sont pas satisfaits, parce que peut-être ils ne se retrouvent plus dans la direction que l'on donne au parti, ou alors ils sont déçus par rapport aux prébendes auxquels ils s'attendaient en faisant leur entrée dans le parti politique. Donc, l'un dans l'autre, et les partis, en tant que tels, ont des raisons de continuer à exister, parce que justement, ils constituent aujourd'hui des institutions sociopolitiques. Si vous devriez leur donner un conseil pour leur survie, que leur diriez-vous? Ah, mais je ne suis pas consultant des partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Mais toujours est-il que Oui. cela demande simplement que les membres qui constituent ces partis-là aient à l'idée le bien commun. Le bien commun, c'est l'entité politique à laquelle ils appartiennent. Ça veut dire que on ne peut pas dire qu'on a travaillé au regroupement des partis politiques pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans. Le parti politique doit continuer à exister. Parce que justement, il y a 3 caractéristiques à rechercher au niveau des partis politiques. D'accord? Oui. La durabilité. Ah, la durabilité, c'est-à-dire comment faire pour qu'un parti politique puisse exister en dehors de ses fondateurs. Ça, c'est la durabilité, ça. C'est-à-dire ceux qui ont été membres fondateurs aujourd'hui, même s'ils cessent d'exister, même s'ils meurent, il faut que le parti continue à exister. Il y a la représentativité. Okay. Au plan national. C'est-à-dire, dans le contexte qui est considéré, il faut que ces partis-là soient représentatifs. Donc, il y a qu'ils doivent travailler à marquer leur présence sur toute l'étendue du territoire. Troisième chose importante qui rend compte de la vitalité d'un parti politique, c'est que ces partis doivent travailler à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Si ces partis-là se mettent dans la logique tridimensionnelle que je viens de décrire, c'est qu'ils vont continuer à exister après Patrice Talon.
Le point que j'ai trouvé très important, c'est la représentativité. Et je me suis posé tout de suite la question de savoir, est-ce que finalement, le vote sanction auquel on a assisté dernièrement n'en dit pas long sur le réel niveau de représentativité de ces partis de la mouvance? Le vote sanction par rapport à quoi? Par rapport aux élections législatives? Oui. Ah, je ne peux pas parler de vote sanction dans la mesure où les résultats qui ont été reconnus donnent gagnant les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Si c'était le contraire, alors là, on aurait eu droit à un vote sanction. Moi, je ne veux pas savoir tout ce qui a été fait, mais je lis les résultats. Et la lecture des résultats, c'est que il n'y a pas eu vote sanction. Merci à vous, docteur Renou Patrick. Politique sans tabou de ce vendredi 23 juillet 2023. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir. On retient donc de ce débat qu'en démocratie, il faut craindre le fait majoritaire. C'est ce que vous avez dit. Merci à vous d'être passé par ici. Merci Nadège Diouan, docteur Patrick Renou. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci.